Ainsi donc, l'excellent Éric Zemmour vient de subir une agression en pleine rue. Il revenait chez lui en portant 2 sacs de courses, ce qui veut donc dire d'ailleurs qu'il obéit à notre sorcière bien-aimée Marlène Schiappa qui impose que les travaux ménagers soient faits à égalité entre les hommes et les femmes. Bon, pardonnez-moi, je m'égare, je reviens à l'agression d'Éric Zemmour. Il rentrait donc chez lui avec ses sacs à la main lorsqu'une personne issue de l'immigration lui a craché au visage et l'a insulté. Je voudrais revenir quand même sur les 2 armes utilisées par l'agresseur. Première arme, le crachat. Le crachat est quelque chose d'ignoble, il faut le dire clairement. Quand on crache dans la rue, on a l'impression de sortir son venin, on se débarrasse de quelque chose de sale, on crache. Et d'ailleurs, les crachats dans les rues qui se multiplient depuis des années sont véritablement infects. Donc le crachat est objectivement quelque chose d'infect, et cracher à la figure de quelqu'un, finalement, consiste à lui montrer son mépris le plus total et cette haine et violence qui anime le cracheur vis-à-vis de la personne qui subit le crachat. Le crachat est donc hautement symbolique et il n'est pas neutre que l'agresseur ait utilisé ce moyen assez catastrophique, je dirais même complètement stupide, et qui montre à quel niveau d'intelligence se situe l'agresseur. Deuxième point, le fait de traiter quelqu'un de fils de paix. C'est donc la deuxième arme, l'arme atomique employée par cet agresseur magnifique. Alors, cette expression fils de paix pose 3 questions fondamentales. Première question, pourquoi dans une agression s'intéresser à la mère de celui qu'on agresse ? Véritablement, on peut se poser la question. Deuxièmement, pourquoi qualifier, alors qu'on ne connaît pas la mère de celui qu'on agresse, pourquoi la qualifier de paix? C'est un véritable problème. Troisième question, au moment d'une agression, penser à la jante féminine n'indique-t-il pas que finalement on a un véritable problème par rapport à cette jante féminine? En clair, il n'y a pas besoin, lorsque l'on agresse quelqu'un, de mettre la population féminine dans le coup. Donc, si on le fait, c'est que cela est lourd de symboles. Et c'est exactement le cas de ce qui se passe pour notre agresseur, qui effectivement a manifestement un problème avec les femmes en général, peut-être avec sa mère, peut-être avec toutes les femmes, peut-être avec la population féminine, et peut-être que cet agresseur est très représentatif de tous ces gens issus de l'immigration qui manifestement ont un problème avec les femmes. J'en citerai 2 exemples absolument caricaturaux. Les tournantes dans les banlieues sont faites essentiellement par les populations d'origine immigrée, et nous savons parfaitement que ces tournantes consistent à traiter la population féminine, et notamment la jeune population féminine, comme des animaux, voire comme des objets de consommation courante. Deuxième exemple, la fameuse Saint-Sylvestre en Allemagne, où des milliers de femmes, tout d'un coup, ont été attouchées, violentées, violée par une population d'origine immigrée qui, manifestement, ce soir-là, s'est défoulée sur la jante féminine. Finalement, dans l'agression qu'a subie Éric Zemmour, nous avons les travaux pratiques de ce qu'il dénonce depuis des années. Le vivre ensemble heureux peut être une vaste blague. Il y a quelques années, je faisais une conférence avec Zorabitan, l'ancienne porte-parole de Manuel Valls, Premier ministre socialiste de son État. Que disait Zorabitan en répondant à la question d'une personne de la salle? Vous me demandez si quelques personnes issues de l'immigration ne vous aiment pas. Je vous dis une chose très claire, et moi j'habite dans des quartiers où la population issue de l'immigration est extrêmement majoritaire, cette population vous déteste.
Et donc, le vivre ensemble heureux est une vaste farce. Voilà ce que disait Zora-Bitan, socialiste de son État, ancienne porte-parole de M. Valls, qui rejoint dans cette phrase, dans ces mots, exactement ce que dit Éric Zemmour. Quoi qu'il en soit, je présente à Éric Zemmour toute mon amitié et ma sympathie pour l'agression qu'il a subie et le remercie d'avoir mis en pratique finalement devant la France tout entière ce qu'il dénonce, à savoir le vivre ensemble heureux. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée. Dans quelques jours, le déconfinement va commencer à se mettre en route. Il sera d'ailleurs pratiquement possible pour tout le monde d'aller faire ses courses dans des grandes surfaces. Bon, ça va être un petit peu compliqué parce que lorsque l'on va payer, la caissière sera forcément relativement proche de vous. Les 2 mètres seront-ils respectés ? Cela dit, faire ses courses en grande surface sera possible. Il sera possible de prendre le métro. Ça va être un petit peu compliqué. Respecter 2 mètres entre 2 personnes qui veulent rentrer dans un RER ou dans un métro posera quelques problèmes, car si l'on veut vider le quai et remplir le RER ou le métro, il faudra que le RER ou le métro soit immobilisé pendant plusieurs heures. Donc on voit bien que là, ce qu'il se passera, c'est que les gens seront agglutinés les uns contre les autres, point final. Donc nous voyons bien que sur toute une série d'exemples, et je m'arrête là, le déconfinement se traduira en fait par le fait que l'on côtoie de très près énormément de monde. Déconfinement oblige. Cela dit, vous souhaitez aller à la messe, il n'en est pas question. Pour les messes, pas de déconfinement avant juin. C'est une décision absolument dictatoriale, qui ne rime strictement à rien, qui ne correspond strictement à rien, car autant il est difficile dans le métro d'organiser un déconfinement qui soit véritablement protecteur, autant pour les églises, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de mettre des places réservées tous les 2 mètres et faire en sorte qu'effectivement dans une église, au moment d'une messe, les gens soient tous espacés de 2 mètres les uns par rapport aux autres. C'est un jeu d'enfant. Je pense que pour faire ce genre de choses et coller ce genre de feuilles sur les bancs, un bon certificat d'études doit suffire. Donc nous voyons bien qu'il s'agit d'une décision qui a pour but évident de, comme d'habitude, attaquer l'Église catholique. Bon, c'est vrai qu'avant la Révolution, 90% des Français étaient pratiquants. Il n'y en a plus aujourd'hui que probablement 1 à 2%, mais c'est beaucoup trop, 1 à 2%. Il faut éradiquer définitivement la religion catholique. Et donc, si l'on peut entailler un petit peu la messe, pourquoi pas ? Cela est absolument intolérable pour le monde catholique qui devrait ne pas le tolérer. Donc, que devraient faire les évêques ? Parce que ce qu'ils ont fait jusqu'ici véritablement fait rire le gouvernement, quelques protestations symboliques par écrit ou par oral, non. Messieurs les évêques, il faut véritablement résister. Donc, je vous conseille de faire 2 choses. Premièrement, vous organisez une manifestation de tous les évêques de France. Vous ne la déclarez pas, vous allez devant l'Élysée et vous faites un sitting brutal sans prévenir personne. Et là, toutes les télévisions rappliquent, cela fait le tour du monde et véritablement, cela peut ébranler un tout petit peu ce pouvoir dictatorial qui veut régler définitivement ses comptes avec le catholicisme. Deuxième chose, dimanche prochain, vous ouvrez toutes les églises, vous sonnez le carillon et vous organisez des messes. Que va-t-il se passer ? Est-ce que des milliers et des milliers de gendarmes, de CRS, de policiers vont envahir les églises armés, comme ils l'ont fait dans 2 églises très récemment, en dépit
d'une interdiction formelle de la loi de faire ce genre de choses? Vont-ils le faire? Comment le feront-ils? Comment videront-ils l'Église? Et à ce moment-là, que se passera-t-il dans les banlieues, où chacun sait que dans les banlieues, les forces de l'ordre sont extrêmement présentes et mènent un tel combat contre le désordre que l'ordre est absolument établi et que la loi est respectée dans les banlieues. Nous marchons complètement sur la tête. Il faut que les évêques, il faut que les prêtres, il faut que le monde catholique se réveille, rentre en résistance active, ne se contente pas de parler, de parloter, ce qui fait rire notamment le système politico-médiatique. Il faut maintenant résister par tous les moyens et je pense qu'un bon sitting devant l'Élysée et une bonne ouverture des églises dimanche prochain pourraient ébranler un tout petit peu le système politico-médiatique en place. Bon, soyons clairs, je crois que je rêve, mais nous avons le droit de rêver tant que nous sommes en confinement. Je vous dis sur ces bonnes paroles, à demain et vous souhaite une très bonne soirée. La dégradation des services publics est quelque chose que chacun d'entre nous peut constater quotidiennement quand il utilise les dits services publics. Cette dégradation, qui date d'il y a une trentaine d'années environ, ne cesse de s'accentuer pour prendre aujourd'hui des proportions qui commencent véritablement à effrayer le public. Le service public ne parle pas du public, il parle d'ailleurs des usagers, des utilisateurs. Et nous sommes donc des usagers des services publics. Quelques exemples dans le désordre. La poste. Quand on va dans un bureau de poste, les queues sont souvent interminables. Le service est assez aléatoire. Le courrier est distribué quand il est distribué. Chronopost distribue normalement dans un délai de 24 heures, mais très souvent, les colis Chronopost n'arrivent pas. Ou quand ils arrivent, les colis sont vides. Donc véritablement, la poste pose problème. Autre exemple, le train. Il est maintenant courant, lorsque l'on est dans un TGV et qu'on va se faire accueillir par quelqu'un à la gare d'arrivée, il est absolument courant, un quart d'heure avant l'arrivée, d'envoyer un SMS en disant « oui, le TGV sera à l'heure » ou « non, le TGV aura un quart d'heure de retard ». Je dirais que très souvent, il faudra taper sur son petit portable « non, le TGV aura un quart d'heure de retard ». Pour les trains de banlieue, ne parlons pas dans la région parisienne de la galère quotidienne des usagers des trains de banlieue ou des RER avec des employés qui envoient des mots désespérés à leur patron en disant « Patron, nous arriverons avec 1 heure de retard, le RER est arrêté et on ne sait pas pour combien de temps, etc. etc., etc. » Voilà pour les trains, voilà pour les TGV, voilà pour les RER, voilà pour les métros souvent. Autre exemple, vous avez un gros problème, vous vous faites violer dans la rue, vous allez au commissariat, ah ben là, oui, mais il va falloir attendre, ben ma bonne dame, attendez quand même, vous voyez bien qu'il y a du monde, oui mais monsieur, je sais que je suis complètement perturbé, j'ai été violé, ah ben oui mais il faut attendre comme tout le monde, et au bout de 3 heures, on n'a toujours pas pris votre déposition, et vous partez en claquant la porte, et violé ou pas, vous ne direz plus jamais faire de dépôt de plainte au commissariat de police. On pourrait multiplier les exemples de ce style, c'est légion, c'est la vie quotidienne des Français et tout cela est absolument insupportable. Pourquoi en est-on arrivé là? Eh bien pour des tas de raisons. D'abord, les gouvernements successifs ont voulu faire des économies de bout de chandelle, donc ils ont perturbé le système tel qu'il existait. Deuxièmement, les embauches sont extrêmement aléatoires, mal faites, la compétence s'efface au profit d'autres critères. Il faut qu'il y ait discrimination positive, il faut qu'il y ait égalité entre les hommes et les femmes, et donc souvent l'excellence est mise complètement de côté au profit de processus d'embauche assez idéologiques. Les syndicats font tout
il faut bien le reconnaître, pour freiner tout ce qui pourrait améliorer les choses, car le problème des syndicats n'est pas du tout d'améliorer le service pour les usagers, comme ils disent, mais d'améliorer la situation de ceux qui sont les organisateurs du service public, à savoir les salariés du service public. Et donc tout ça, mis dans un Magimix, fait que la dégradation des services publics en général est absolument insupportable et de plus en plus mal supportée par les Français. Alors maintenant, est-ce vraiment irréversible? La pente descendante est-elle définitivement descendante? Pas du tout. Il suffira simplement qu'un jour, des gouvernants se penchent vraiment sur le problème, prennent vraiment les bonnes décisions. Comme toujours, c'est un problème de décision, c'est un problème d'organisation avec des chefs qui décident et des échelons intermédiaires qui obéissent aux décisions qui sont prises. Tant que cela ne sera pas fait, les services publics continueront à se dégrader jusqu'à ce qu'un jour les usagers véritablement se révoltent, et l'on sent que la révolte aujourd'hui n'est pas très éloignée. Je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente soirée. De semaine en semaine, l'épidémie de coronavirus exhale un parfum de scandale qui tend à devenir planétaire. Et il semble que le dossier ne commence qu'à s'ouvrir et va nous faire découvrir dans les mois qui viennent des choses absolument ahurissantes. Quelques questions dans le désordre. Dans cette ville de Wuhan d'où tout est parti, pourquoi le fameux laboratoire dont on a tant parlé, pourquoi est-il fermé aujourd'hui? Et pourquoi aucun des membres du personnel n'est contactable, comme le disait récemment un grand scientifique japonais qui connaît tout le personnel de ce laboratoire et qui estime qu'il est probablement mort? Deuxièmement, le fameux médecin qui avait alerté, ce médecin du laboratoire, qui avait alerté ses collègues du danger d'un virus qu'il ne maîtrisait pas du tout, ce médecin, qui était jeune et en pleine santé, est mort. Est-il mort du coronavirus ou est-il mort d'une mort pas très naturelle? Il faudra quand même que l'on se penche sur ce problème. Pourquoi, alors que la pandémie était déclarée en janvier, notre Macronor premier chef de guerre, début février, disait que tout ça n'avait pas grande importance? Pourquoi n'a-t-on pas commandé immédiatement en France 500 millions de masques que l'on aurait pu faire fabriquer en 15 jours en déclarant une économie de guerre avec fabrication des masques? Pourquoi n'a-t-on pas en février commandé des dizaines de millions de tests? Nous mettions la France en économie de guerre et les tests, évidemment, pouvaient être fabriqués en un temps record. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on a confiné alors qu'on avait refusé les masques et les tests et qu'on l'on ébranle durablement l'économie française qui, manifestement, au sortir du confinement, va connaître des troubles extrêmement graves? Pourquoi le masque va-t-il sans doute devenir à peu près obligatoire alors qu'il était considéré comme sans aucun intérêt jusqu'à il y a très peu de temps? Pourquoi les autorités politiques se cachent-elles derrière des scientifiques dont on ne connaît absolument pas le nom? Nous ne savons pas qui c'est, nous ne savons pas s'ils sont scientifiques et nous pensons plutôt qu'ils sont politiques. Pourquoi le professeur Raoult a-t-il été à ce point ostracisé alors qu'à l'évidence son procédé marche parfaitement par rapport au coronavirus, et il disait d'ailleurs que finalement, si l'on avait utilisé son procédé, l'on aurait économisé, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, des milliers de morts. Pourquoi ce fameux laboratoire de Wuhan a un actionnariat dans lequel il y a manifestement des grands intérêts français?
que le gouvernement connaissait parfaitement. Quelle est cette histoire du laboratoire? Pourquoi le vaccin qui se prépare est manifestement mis en place par de très grands laboratoires mondiaux qui vont, sur cette affaire-là, gagner des milliards, des dizaines de milliards de dollars, manifestement. Et pourquoi d'ailleurs ce vaccin serait-il obligatoire? Au nom de quoi obligerait-on la population mondiale à se faire vacciner, si ce n'est au nom d'une dictature qui ne dit pas son nom? En bref, le Covid-19, manifestement, est parti pour être le scandale du siècle. Un scandale extraordinaire qui va évidemment mouiller notre classe politico-médiatique, mais le monde tout entier. Avec effarement, nous avons pu voir une vidéoconférence de Macron récente où il était complètement déchaîné, parlait à toute allure, n'avait que le mot mondialisation, fondation Bill Gates, tous les grands mots qu'il affectionne, qu'il débitait à la vitesse de la mitrailleuse, alors que lorsqu'il nous parle dans ces grands discours interminables qui durent 30 minutes, il nous prend pour des benets et parle à la vitesse de la tortue au galop. Tout cela est très perturbant. Il y a bien plusieurs Macron dans un Macron. Il y a le mondialiste déchaîné qui là perd tous ses repères et va débiter au kilomètre et à une vitesse ahurissante des stupidités incommensurables sur la mondialisation, les grands groupes mondiaux, la défense mondiale de la santé, et puis le Macron qui nous prend véritablement pour des imbéciles et qui annonce des mots qui n'ont aucun sens et avec un regard et une gestuelle et une façon de parler qui montrent à quel point il nous considère comme des crétins. Il n'y a qu'une chose à espérer, c'est que la justice prenne le dossier en main, que les justices de tous les pays prennent le dossier en main et qu'il y ait enfin un système judiciaire mondial qui se mette en place pour cette affaire-là, afin de dire la vérité et de punir les véritables responsables. Le système politico-médiatique mondial a de la ressource, saura faire différer toutes les enquêtes, toutes les analyses, tous les jugements, mais il ne faut pas désespérer. En tous les cas, il ne faudra pas laisser ce dossier dramatique en l'état et faire dans un an ou deux comme si rien ne s'était passé. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée.